Une notion revient fréquemment dans le débat public, celle d'état de droit. Par exemple, récemment, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré « L'état de droit n'est ni intangible ni sacré ». Cela a immédiatement suscité une levée de boucliers. La présidente de l'Assemblée nationale a ainsi déclaré « Il ne faut surtout pas remettre en cause l'état de droit, c'est ce qui protège notre démocratie ». Ces polémiques naissent presque toujours à l'occasion de projets visant à modifier la législation en matière d'immigration et ou de sécurité. La dernière en date a ainsi pour origine le meurtre d'une jeune fille de 19 ans par un Marocain déjà condamné pour viol, tout juste sorti de prison et qui avait l'obligation de quitter le territoire français. Le terme état de droit désigne donc à l'évidence quelque chose d'important. Mais quoi exactement ? Il est très difficile de le savoir en écoutant les déclarations contradictoires des uns et des autres. Penchons-nous par conséquent sur cette notion pour essayer d'y voir plus clair. L'expression état de droit contient deux idées bien différentes. La première idée est qu'il est préférable d'être gouverné par des lois, même mauvaises, même brutales, même absurdes, que par une autorité arbitraire, ou que de vivre dans l'état de nature, c'est-à-dire en l'absence de toute autorité politique. Des lois dont tous peuvent avoir connaissance, même si elles sont mauvaises, même si elles sont brutales, même si elles sont absurdes, offrent une meilleure protection qu'un gouvernement sans loi. Les lois, même aussi mauvaises qu'on puisse les supposer, permettent du moins à chacun de savoir ce qu'il peut faire et ne pas faire, et comment éviter que le gouvernement s'en prenne à lui. La loi est préférable au caprice du prince, qui, par son caractère imprévisible, prive totalement les individus de leur tranquillité d'esprit, et finit par geler toute initiative privée. L'expression classique de cette idée a été formulée par Hans Kelsen, le célèbre juriste allemand. Pour Kelsen, l'état de droit est simplement un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. L'État respecte les normes qu'il a lui-même édictées, de sorte que sa puissance se trouve limitée. Dans ce modèle, chaque norme tire sa validité de sa conformité aux normes supérieures et de rien d'autre. Si par état de droit nous voulons simplement dire, comme Kelsen, la loi vaut mieux que l'arbitraire, alors pour nous, l'état de droit sera identique à l'état actuel du droit. Nous ne nous soucions pas du contenu des lois, mais simplement du fait d'avoir des lois, et que celles-ci soient appliquées. Mais bien entendu, ceux qui brandissent l'état de droit veulent dire plus, même s'ils ne l'explicitent pas. Ce que veulent dire en effet la plupart de ceux qui opposent l'état de droit à telle ou telle proposition visant à renforcer notre sécurité, c'est « ce que vous proposez n'est pas conforme aux exigences de la justice ». C'est-à-dire, pour parler plus précisément, ce que vous proposez est contraire au droit naturel. D'où le caractère confus et stérile de bien des débats actuels. Les débats portent en réalité sur le droit naturel, alors que les arguments avancés reposent essentiellement sur le droit positif. Mais un instant, j'ai parlé de droit positif et de droit naturel. Qu'est-ce donc que ces choses-là? Arrêtons-nous sur ces notions avant de poursuivre notre analyse. Le droit positif est l'ensemble des normes ayant valeur juridique sur un territoire donné, c'est-à-dire à peu près l'ensemble des normes dont les tribunaux accepteront de faire usage. Le droit positif, pour le dire de manière un peu réductrice mais parlante, c'est le droit que l'on peut invoquer devant les tribunaux. Il est, plus largement, celui au nom duquel il pourra être fait usage de la force publique. Par conséquent, c'est un droit éminemment variable. Le droit positif change à chaque fois que le législateur change d'avis et modifie la loi, ou bien à chaque fois que les juges changent d'avis et modifient leur jurisprudence. Le droit naturel, lui, désigne ce qui est juste, indépendamment du caprice des hommes, et qu'aucune décision humaine ne peut changer. Pas plus qu'une décision humaine ne saurait changer, par exemple, le fait que 2 plus 2 font 4. Le droit naturel, c'est précisément ce que l'on peut opposer aux caprices des hommes et aux variations du droit positif. Ainsi, toute personne qui critique, ou au contraire qui approuve une loi existante au nom de la justice, présuppose qu'il existe bien un droit naturel. Dénoncer un régime politique parce qu'il serait tyrannique ou oppressif, c'est présupposer qu'il existe un droit naturel qui permet de distinguer les régimes politiques légitimes et les régimes politiques illégitimes. Lorsque nous nous indignons
parce que nous estimons avoir été traités injustement, ou bien parce que telle personne n'a pas reçu ce que, selon nous, elle méritait, que cela soit une punition ou une récompense, nous présupposons qu'il existe bien un droit naturel. Autrement dit, nous sommes tous, à un moment ou l'autre de notre vie, des justes naturalistes, des adeptes du droit naturel. Tout cela n'est pas fort compliqué. Le problème est que, de nos jours, cette notion de droit naturel est au mieux oubliée, au pire discréditée. Parlez à un juriste de droit naturel et, la plupart du temps, il vous regardera sans comprendre ce que vous dites, ou bien il lèvera les yeux au ciel en soupirant et vous demandera de quelle nuée peut bien descendre ce droit naturel dont vous parlez. Ce qui sous-entend qu'une telle chose n'existe évidemment pas et que seuls les imbéciles ou les ignorants utilisent cette notion. Et pourtant, notre régime démocratique se veut l'expression d'une certaine sorte de droit naturel. Rappelons que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est en vertu de ces droits naturels qui appartiennent à tout homme en tant qu'homme que, selon l'article 6, je le cite, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Sans cette idée que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est-à-dire en droit naturel, nos démocraties n'ont simplement aucune justification. Le second sens de État de droit est donc État ou gouvernement dont les lois sont conformes à certains critères de droit naturel. Et puisque nous pensons que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit naturel, État de droit signifiera pour nous régime politique démocratique. C'est à ce point qu'intervient en général la confusion dans le débat public. Car ceux qui dénoncent les atteintes à l'état de droit le font presque toujours pour défendre la législation existante. Modifier telle ou telle loi, restreindre tel ou tel droit donné par la loi serait une menace pour l'état de droit. Autrement dit, ils identifient tacitement l'état de droit à l'état actuel du droit, comme si les lois actuellement en vigueur étaient l'expression du droit naturel. Le problème est que cette dénonciation ne s'accompagne pratiquement jamais d'arguments qui expliqueraient pourquoi il serait injuste de modifier la loi ou pourquoi, plus largement, cela mettrait en péril la démocratie. En fait, la fonction essentielle de cette notion d'état de droit dans le débat public est aujourd'hui d'essayer d'intimider vos adversaires politiques. Il ne s'agit pas d'essayer de démontrer ou d'expliquer quoi que ce soit, mais d'insinuer l'idée que les propos de vos contradicteurs sortent des bornes du discours raisonnable, et qu'il serait donc absurde de discuter sérieusement de leurs propositions. Il s'agit en d'autres termes de leur intimer l'ordre de se taire. À peu près comme le fait d'invoquer les valeurs de la République, autre notion qui sature le débat public. Ne cédons pas à cette intimidation et tâchons de déterminer, dans les grandes lignes, quel pourrait être le contenu de ce fameux état de droit. Pour l'essentiel, ces grandes lignes sont en fait énumérées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce sont les libertés et les procédures qui nous permettent de participer au processus politique et qui nous protègent contre l'arbitraire pénal. Donc, par exemple, concernant le premier point, le droit de vote, la liberté d'association et de réunion, la liberté de la presse, etc. Concernant le second point, la présomption d'innocence, les garanties du procès équitable, le fait de ne pouvoir être puni qu'en vertu d'une loi établie antérieurement au fait qui nous est reproché, et ainsi de suite. Mais n'allons pas plus loin dans le détail. Arrêtons-nous simplement sur une difficulté trop souvent méconnue. L'état de droit suppose toujours d'établir un équilibre entre des impératifs contradictoires. Par exemple, en matière pénale, un équilibre entre le nécessaire châtiment des coupables et le fait de ne pas punir d'innocents. Or, il n'existe aucune formule définitive qui garantirait le bon équilibre entre ces impératifs contradictoires. Telle législation, salutaire en temps ordinaire, peut parfaitement se révéler nuisible lorsque des périls extraordinaires et inédits nous menacent. Il faut donc être capable de réévaluer constamment le droit existant pour l'adapter, si nécessaire, à des circonstances nouvelles et imprévues. Le but seul reste inchangé,
assurer la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Par conséquent, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que, je la cite, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. C'est la loi qui fixe les bornes de nos droits tels qu'ils peuvent être exercés en société. Et ces bornes sont nécessairement variables, sujettes à des ajustements en fonction des circonstances. Prenons juste un exemple. Le terme habeas corpus désigne dans les pays anglo-saxons l'ensemble des garanties juridiques contre le fait d'être arbitrairement arrêté et détenu. L'habeas corpus fait donc évidemment partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'état de droit. Mais en avril 1861, Abraham Lincoln, le président des États-Unis, a décidé de suspendre temporairement ces garanties, afin de faire face à un péril très grave et inédit, la sécession des États du Sud et la rébellion armée contre le gouvernement des États-Unis. Lincoln justifiera ainsi sa décision devant le Congrès. La totalité des lois était mise en échec et n'était plus exécutée dans pratiquement un tiers des États. Toutes les lois sauf une devraient-elles donc rester inexécutées et le gouvernement s'écrouler pour que cette seule loi ne soit pas violée? On comprend la logique du raisonnement d'Abraham Lincoln. Le gouvernement étant ce sans quoi aucun droit ne saurait être garanti ni aucune loi respectée, la priorité était alors de sauver le gouvernement, quitte à suspendre temporairement certaines lois existantes. Nous ne sommes pas, fort heureusement, confrontés à une situation aussi grave que l'était Abraham Lincoln en avril 1861. Mais nous pouvons tirer des leçons importantes de son exemple. Le droit positif est censé nous protéger. Il serait absurde de nous laisser détruire par ce qui devrait assurer notre protection au motif de lui rester indéfectiblement fidèle. L'état de droit, par conséquent, ne peut jamais s'identifier totalement avec l'état actuel du droit. Le but reste toujours le même, mais les moyens pour y parvenir doivent sans cesse être ajustés. La lettre tue et l'esprit vivifie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Le droit, c'est passionnant!